Hey Joe, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'étudie les lactascanes, j'essaie de comprendre, faire en sorte que les gars sortent plus d'argent par kilo de gras, puis de voir comment est-ce qu'on pourrait les aider là-dedans. Faire du lait, puis l'argent du lait. Pense à ça, là. J'en connais un qui est pas pire pour ça, je pense. Il est loin un peu, mais on pourrait peut-être bien se faire un petit trip de char puis aller voir ça, comment ça marche ses affaires, comment il fait pour faire le plus d'argent possible. Mets ton masque, on s'en va. C'est good! Bonjour, je me présente, Benjamin Nouanoff, copropriétaire de la ferme Nouanoff Associés Inc. De Dundee. On va commencer un peu avec l'historique de la ferme. Mes grands-parents sont immigrés de la Hollande en 1952, sont débarqués au Canada avec 300 pièces dans leur poche. Ils ont commencé à travailler sur quelques fermes dans la région, puis après 2 ans, ils ont eu l'opportunité d'acheter une ferme voisine de où ils travaillaient, puis ils ont commencé comme ça. Au fil des années, ils ont acquis quelques autres terres pour agrandir le troupeau puis la ferme parce qu'avec 7 enfants qui avaient de l'intérêt pour l'agriculture, ils ont décidé de maximiser leurs chances. Éventuellement, mon grand-père est décédé prématurément. Mon père, à l'âge de 18 ans, il a repris une des fermes qui avait été acquérie par mon grand-père. Puis il a commencé comme ça en 1978 avec 11 kilos de quota et 125 acres de terre. Au fil des années, la ferme a grandi. Moi, j'ai rejoint la ferme en 2003 après mes études au Collège McDonald. Puis maintenant, on est rendu avec plus de 200 kg de quota et 1000 acres en culture à la ferme. Au niveau des champs, avec 1000 acres en culture, on fait la culture de maïs, soya, blé et luzerne pour les vaches. Donc, c'est environ 3000 tonnes de grains qu'on vend à l'extérieur de la ferme, puis le restant des ancrages est utilisé pour la nourriture des vaches. Pour le foin, on fait pousser de la luzerne pure, puis au niveau d'ensilage de maïs, c'est du ensilage de maïs BMR, donc on vise beaucoup de digestibilité au niveau de la nourriture pour les vaches. Pour le troupeau laitier, on a environ 250 têtes en tout, 110-115 vaches en lactation pour la production de 200 kg de quota, avec le restant des vaches terriers et des tares. Pour le troupeau, on a une moyenne de production de 15 424 kg de lait, 3,8 de gras et 3,2 de protéines, pour une MCR de 340, 351, 338. La classification du troupeau est de 16 excellentes, 66 très bonnes, 45 bonnes plus et 3 bonnes. Puis on a eu notre titre de maître éleveur en 2009. Pour les champs, pour l'ensilage de foin qu'on fait, on vise toujours la luzerne pure. Puis on vise des variétés qui sont basses en lignine pour maximiser la digestibilité des fourrages. La même chose pour le maïs ensilage, donc on vise des variétés BMR qui sont basses en lignine aussi pour avoir plus de fibres digestibles et avoir plus de matière à gérer par les vaches.
Pour l'ensilage de foin, on fait 5 coupes par année. Donc, on commence la première coupe fin mai, puis après ça, on coupe aux 28 jours après ça pour maximiser la qualité aussi. Nourrir les vaches, c'est toujours d'avoir le bon fourrage pour les bons animaux. Donc, dans cette philosophie-là, on a des fourrages banlignide pour les vaches en lactation, très digestibles. Pour les tares, on cherche des fourrages qui sont un peu plus moins digestibles, qui vont bourrer un peu plus les tares, des fourrages qui coûtent pas cher à produire. Puis même pour nos vaches-terriers, on produit un ensilage de maïs qui est spécifique pour les vaches-terriers, qui est bas en énergie, pour pouvoir faire une ration qui est appétissante pour les vaches-terriers pour augmenter leur consommation. Au niveau des tares, on fait de l'ensilage de seigle. Donc après notre récolte d'ensilage de maïs à l'automne, on sème du seigle qui est récolté fin mai l'année suivante. Puis par la suite, ça peut nous permettre de semer du soya pour avoir une récolte de soya après notre récolte de seigle. Donc on va chercher 3 récoltes en 2 ans sur le même champ, ce qui est intéressant. Pour notre ensilage de maïs des vaches-terriers, donc après soit le seigle ou après une coupe de foin, on va semer une variété de maïs ensilage qui est très tardive, mi-juin, même aller jusqu'au mois de juillet. Puis ça va nous permettre de récolter un ensilage de maïs qui n'a pas d'épis ou presque pas d'épis dessus. Donc ça fait un ensilage de maïs qui est très bonne énergie, qui permet d'en soigner beaucoup plus aux vaches-terriers. Un mix qu'on donne aux terriers qui est paille et ensilage de maïs. Puis en pouvant soigner un ensilage de maïs qui est bas en énergie, ça permet de soigner de plus grande quantité de maïs et moins de paille, ce qui fait une ration qui est beaucoup plus appétissante pour les vaches, qui permet d'augmenter leur consommation de matière sèche pour avoir une meilleure performance en début de lactation. Au niveau de l'équipement pour la ferme, on a créé une compagnie qui appartient d'équipements, de partage d'équipements avec nos voisins, la ferme Esterman. Nos voisins, nous ensemble, les deux fermes combinées, on appartient à plus de 500 kg de coton et 1500 acres de terre. Donc ça nous permet de partager des équipements récents qui sont performants. Puis on fait aussi un partage de main-d'œuvre. Donc la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on a créé une compagnie qui est appartenue 50% par chacune des fermes. Puis, on fait les paiements selon l'utilisation des machines. Donc, on calcule l'utilisation de chaque machine, les heures des tracteurs, les heures pour les équipements de foin, tout ça. Puis, chaque équipement, à la fin d'année, on comptabilise le nombre d'heures effectuées par chaque équipement. Puis, les paiements sont faits en conséquence selon l'utilisation. Puis, aussi, on fait le partage de main-d'œuvre. Donc, c'est plus de 400 heures de main-d'œuvre qui sont échangées entre les deux fermes. Donc, lorsqu'on fait l'ensilage, eux viennent nous aider. Donc, comme ça, on a plus de chauffeurs possible, puis on est plus efficace sur nos chantiers. C'est la même chose pour les équipements de printemps, pour planter le maïs, tout ça. Puis les équipements de récolte, les équipements de fumier, on partage tous nos équipements ensemble. Puis c'est quelque chose qui est très avantageux au niveau de l'économie parce que ça nous permet d'avoir des équipements plus efficaces puis qui sont utilisés à leur maximum de leur capacité.
Au niveau de l'élevage, on cherche à avoir des animaux qui sont efficaces, des animaux qui sont capables de produire des grandes quantités de composantes de lait, puis en étant le plus en santé possible. Donc, notre but dans l'élevage, c'est de mettre tous les animaux sur le même niveau, sous le même régime, puis de voir quels animaux performent le plus, puis d'utiliser ces animaux-là pour pouvoir produire les prochaines générations. Donc, on cherche à avoir des vaches de taille moyenne, mais qui sont larges, qui sont capables de transformer des fourrages, des vaches qui vont produire des grandes quantités de lait hautes en composants, tout en restant en santé. On travaille au niveau des vaches en lactation, on cherche à avoir des vaches qui sont persistantes en lactation. C'est un critère de sélection qu'on utilise depuis plusieurs années. Donc, on ne vise pas nécessairement à avoir des intervalles de vêlage courts. On cherche à avoir des vaches qui vont maintenir leur lactation le plus longtemps possible, puis de révéler un peu moins souvent. Donc, on travaille avec un intervalle de vêlage d'environ 440 jours. Les vaches sont saillées selon leur niveau de production, selon leur code de chair. Ça peut varier entre 90 et 200 jours en lactation, même un peu plus longtemps selon le niveau de production. Donc, 60 à 70% des vaches qui quittent les troupeaux, c'est dû à des problèmes reliés à la transition. Donc, en ayant des vaches persistantes en lactation, on essaie de les faire passer le moins souvent possible à travers la période de transition. Donc, on travaille avec un intervalle de vêlage d'environ 440 jours. La première saillie est faite selon la production de lait et la condition de la vache. Donc, ça peut varier de 90 à 200 jours, même un peu plus longtemps pour quelques cas extrêmes. Donc, en ayant des persistances plus élevées, les vaches sont soumises moins souvent au stress du vêlage. Puis, on va chercher plus de longévité à travers ces vaches-là. Et c'est comme ça qu'on atteint la production par jour de vie les plus hauts qu'on atteint dans le troupeau. C'est des vaches qui maintiennent leur production le plus longtemps possible durant leur lactation. Donc, depuis l'agrandissement de l'étable en 2018, maintenant, on garde nos vaches taries dans un système de all-in, all-out. Donc, on a 7 groupes de 4 vaches. Lorsqu'on tarie les vaches, on tarie 4 vaches en même temps, puis ils vont passer toute leur période de tarissement dans le même groupe jusqu'au vêlage. Donc, ça évite beaucoup de problèmes de hiérarchie, de vaches qui se battent, de vaches qui se blessent, puis de cette façon, on maximise le confort des vaches pendant leur période de tarissement. Ils sont nourris avec une ration de paille maïs en silage. C'est un maïs en silage qui est bas en énergie. Ça nous permet d'en soigner 22-25 kg par vache. Donc, ça fait des rations qui sont très appétissantes. On va chercher des bonnes consommations de matières sèches aux vaches taries pour aider à avoir une meilleure transition. C'est une ration qui est acidifiée. On cherche à avoir des pH d'environ 5,5 à 6 durant la période de transition.
Au niveau des vaches en lactation, on a 4 groupes de vaches. On a un groupe de 0-21 jours pour les vaches fraîches. Par la suite, les vaches peuvent aller dans 3 groupes différents. On a un groupe de vaches pour seulement les premiers veaux. Après ça, on a un groupe de vaches, un petit groupe de 16 vaches pour les hautes productrices. Puis après ça, le restant des vaches vont dans un groupe de vaches adultes où le restant des vaches sont. Donc, au niveau des vaches fraîches, la ration de base, c'est environ 60 d'ensilage de maïs, 40 d'ensilage de foin. On utilise du maïs grain, graines de coton, soya micronisé, RTM 46, puis un supplément personnalisé avec minéral pour balancer le reste. Au groupe des vaches fraîches, on a une consommation d'environ 26-27 kg déjà dans le groupe de 0-21 jours. Les premiers veaux aussi, ça joue dans cette partie-là. Au niveau des vaches adultes, c'est un groupe de 16 vaches, nos plus hautes productrices du troupeau. C'est une ration qui est balancée à 60 kg avec une consommation de 30-31 kg de matière sèche. La production joue environ entre 65-70 kg de moyenne dans ce groupe-là. Puis notre dernière vache de groupe adulte, une ration qui est balancée à 50 kg avec une consommation qui joue dans le 31-32 kg de matière sèche. Donc ici, on est dans l'étape froide pour les veaux de 2 à 6 mois. Les veaux sont nourris avec une RTM sèche qui comprend du foin sec haché et du Goliath 21. En ayant la RTM sèche, ça permet d'avoir des groupes de veaux beaucoup plus uniformes parce que quand les veaux sont en groupe, on a souvent les plus grosses qui sont dominantes ou plus petites, puis en étant la moulée séparée, bien, la plus grosse vient toujours voler la portion de la plus petite. Donc on crée des écarts où la plus grosse devient grasse, la plus petite a des pertes de croissance. En ayant la RTM sèche, même si la plus petite se fait pousser, elle peut venir à n'importe quelle heure de la journée, puis elle a toujours la même nourriture disponible que les autres veaux. Donc depuis qu'on fait ça, on voit des groupes de veaux qui sont beaucoup plus uniformes, puis avec des meilleurs taux de croissance. Pour le foin qu'on soigne aux veaux, c'est des champs de petite taille qu'on ne peut pas cultiver d'autres sortes de cultures. Donc on garde 3-4 petits champs où on fait un foin de mie qu'on récolte mature, une fois épillé, qui fait un foin qui est piquant. C'est ça qui fait les meilleurs résultats pour la RTM sèche. Au niveau des tâles, de 6 mois et plus, sont soignés avec de l'ensilage de seigle, avec du Goliath 38. Donc c'est une ration qui est très économique, très simple. Puis ça permet un bon développement des tares à bon coût avec une ration comme ça. Au niveau de l'entreposage des aliments, tous les fourrages sont gardés en hack-bag sur plateforme de ciment. En ayant des hack-bags, ça nous permet de garder des fourrages un peu plus humides. On vise toujours environ 30 de matière sèche dans l'ensilage de foin, puis dans 34 environ dans l'ensilage de maïs. Les hack-bags nous permettent aussi d'avoir facilement des fourrages fermentés à longueur d'année. C'est facile de faire la rotation puis de toujours avoir des fourrages fermentés. Puis au niveau de la qualité aussi, si pour une raison ou une autre, on a un fourrage qui est un peu moins de qualité en ayant des hack-bags, ça nous permet facilement de les mélanger avec des fourrages de meilleure qualité pour pouvoir les passer sans trop affecter la production. Au niveau de la récolte d'ensilage de foin, on fait de l'ensilage de foin d'un jour. Donc on coupe tout de suite le matin dès que la rosée est partie. En milieu d'après-midi, on commence à endainer le foin, puis on commence à récolter en fin d'après-midi. On peut faire facilement 150 acres par jour de cette façon-là. Au niveau des sacs, on maximise la pression dans les sacs. On tourne environ une pression moyenne de 2000 livres de pression dans les sacs. On étire dans le fond au maximum que les sacs sont capables de prendre pour être sûr de tout enlever l'air possible dans les fourrages pour une meilleure fermentation. On roule souvent environ une moyenne de 7 à 8 d'acide lactique au niveau de la fermentation. Donc les fermentations sont super. Puis on a des sacs de 10 pieds pour un troupeau de 110 vaches, donc ça nous permet d'avoir une bonne reprise aussi tous les jours, puis de garder une qualité maximale de fourrage.
Bonjour, Simon-Pierre Loisel, je suis expert conseil à Coop Unifrontière depuis plusieurs années. Ça fait quelques années que je travaille avec la ferme New Enough et Associés. Travailler avec des gens comme les New Enough rend notre vie d'expert conseil plus facile parce qu'ils ont réalisé les choses de base que ça prend pour faire du lait. Des fourrages de qualité, du confort pour les animaux, des inventaires suffisamment pour ne pas changer les rations régulièrement. Fait que c'est très agréable de travailler avec eux autres. Benjamin, c'est un gars allumé qui voit ce que ça prend pour performer en production laitière. Fait qu'on n'a pas besoin de rétablir les normes de base. Il est au courant, il sait ce que ça prend, des fourrages de qualité, des bonnes fermentations, du volume pour faire l'année au complet. On a tout le temps des fourrages fermentés minimum 1 à 2 mois avant de les donner aux vaches. Fait que c'est ce qui rend notre job plus facile avec. La façon qu'on on fonctionne en équipe. Benjamin surveille ses inventaires de fourrage, son stock, on rebalance les rations. On se recontacte quelques journées après pour valider si nos consommations sont en ligne avec ce qu'on a balancé. Fait que comme ça, on est tout le temps en train de revalider, mais dans le fond, on a les résultats que la ferme a à cause de ça, parce que tout le temps, ce qui est fait sur papier, ce qui est fait dans le bedaine de la vache, ben c'est en ligne. Fait qu'on sait comment ça fonctionne. Ouais. Méchante belle place. Ça a pris quelque chose, toi? Mon gars, si j'ai appris de quoi, hein, j'en reviens même pas encore comment que ça peut être simple. Faire du lait, que ça coûte pas cher avec des fourrages de qualité de même. Rappelles-tu ce qu'il a dit? Pour la qualité de fermentation, puis ses choix de boudin, avec ses hackbacks qu'il va donner à ses vaches en lait. Ouais. Lignine, acide lactique, gesticité de NDF. Ouais, non, c'est pas compliqué. Faut que ça mange, faut que ça crache. Ça revient pas mal à ça, ça revient pas mal à ça. Incroyable. Le bout de la microbrasserie, je l'ai bien aimé et tout. Ouais, c'est ça nous vrai. a permis de réfléchir et de décanter ça. Ouais, avec Simon-Pierre, il nous a tout un peu expliqué le façon de choisir les hackbags puis baser là-dessus. Puis ce qui est bien important de retenir de là, c'est de faire le fourrage spécifique pour chacun des groupes d'âge d'animaux, que ça soit du veau jusqu'à la vache carie. Ils vont vraiment accorder la même importance, mais ils vont pas prendre le dernier fourrage qui fait pas pour les vaches en lait de donner au tort. Ils font le fourrage pour chacun des groupes. C'est pas le hasard qui décide c'est quoi qui va manger quoi. Là. Non. Quand il part le matin, il va faucher et ça va être pour soigner qui. C'est sûr. Ça c'est dans le plan de rotation, ça c'est dans son plan de récolte, tout est pensé, tout est analysé pour avoir les résultats qu'ils veulent. Ah, j'ai bien aimé ça, Benjamin. Il m'a éclairé sur comment faire du lait et l'argent du lait.